C'est ce mercredi 20 janvier que le président élu des États-Unis prête serment. Joe Biden s'installera à la Maison-Blanche, mais déjà 3 chantiers brûlants attendent le nouvel occupant du bureau ovale. Au Soudan, le bilan des affrontements entre les tribus au Darfour s'est alourdi. 140 personnes sont mortes en 3 jours. Les autorités s'inquiètent. Et puis au Malawi, le gouvernement renforce ses mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Un couvre-feu nocturne est désormais en vigueur. 2 membres du gouvernement ont récemment succombé au Covid-19. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. C'est ce mercredi 20 janvier que Joe Biden s'installera à la Maison-Blanche aux États-Unis. Le chef de la Maison-Blanche succédera donc à Donald Trump et déjà 3 dossiers prioritaires l'attendent. La pandémie du coronavirus, la récession, le chômage et puis les dérives des partisans de Donald Trump. Un reportage pour mieux comprendre. Ce qui est unique pour Biden, ce n'est pas tant que le pays soit en crise, mais c'est le nombre de crises simultanées qu'il aura à affronter dès les premiers jours de son mandat. Jamais la situation sanitaire n'a été aussi grave depuis la grippe espagnole de 1918. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par la Covid-19, avec 24 millions de cas et près de 400 000 morts. Et l'apparition du nouveau variant britannique fait craindre le pire. Une immense campagne de vaccination a débuté à la mi-décembre, mais elle avance bien plus lentement que prévu. Seuls 10 millions de personnes ont reçu une première injection, bien en deçà des 20 millions prévus pour fin décembre 2020 par l'administration sortante. Joe Biden a promis d'enclencher la vitesse supérieure pour atteindre 100 millions d'injections au 100e jour de sa présidence. Deuxième sujet brûlant, la récession et le chômage. Les mesures de confinement adoptées pour endiguer la propagation du virus ont porté un coup d'arrêt brutal à l'économie. De nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes et licencier leur personnel. D'autres salariés ont démissionné pour s'occuper de leurs enfants privés d'école. Au total, 18 millions d'Américains vivent aujourd'hui d'aide au chômage. Troisième sujet, la dérive des trumpistes. Après 4 ans d'une présidence prompte à dresser les Américains les uns contre les autres, la croisade post-électorale de Donald Trump a encore creusé le fossé. Sous prétexte de fraude, le républicain a refusé de concéder sa défaite. S'il a échoué à convaincre les tribunaux, il a semé le doute dans l'esprit de millions de ses supporters, dont les plus ardents se sont lancés à l'assaut du Capitole le 6 janvier. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a félicité ses partisans après avoir été proclamé réélu par la Cour constitutionnelle. Mais 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté, essentiellement en raison de l'insécurité dans le pays en guerre civile depuis 8 ans et théâtre d'une nouvelle offensive rebelle. Écoutons le chef de l'État réélu. Va-t-il donner raison à ceux qui ont empêché les Centrafricains d'exercer leur devoir civique, qui ont empêché les Centrafricains de choisir leurs dirigeants? Est-ce qu'il faut leur donner raison? Je pense que non. Le processus n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de défis. Ensemble avec la communauté internationale et aussi le peuple centrafricain qui a montré sa capacité, sa résilience et aussi sa volonté de dire non à la violence, à la prise de pouvoir par les armes et à défier vraiment tous ceux qui prédisaient que tout au moins par des intimidations, la violence, l'empêcher d'aller exercer son devoir. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-chef des Jeunes Patriotes ivoirien Charles Blé Goudé, actuellement en liberté conditionnelle à La Haye, a annoncé son retrait d'une coalition de l'opposition en dénonçant des guerres de positionnement. Il n'a toutefois pas précisé s'il participerait ou non aux législatives de mars prochain. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, suspend sa participation aux activités liées aux élections législatives avec les plateformes de l'opposition, a écrit le secrétaire général du COJEP, Patrice Saraka, dans un communiqué. Pour le COJEP, ces élections devaient être vues comme une opportunité pour renforcer la cohésion et l'unité de l'opposition, mais ont malheureusement mis au grand jour les appétits et autres guerres de positionnement entre des entités pourtant supposées être des partenaires. Les 2 principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Rikona Bédié et le Front populaire ivoirien, FPI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, avaient annoncé début janvier, avec leurs alliés, leur participation au scrutin du 6 mars. Mi-janvier, le parti de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire,
Guillaume Soro, qui vit en exil, a lui annoncé son boycott des législatives. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est légalement tenu de comparaître devant une commission judiciaire chargée d'examiner les allégations de greffe pendant son mandat. C'est ce qu'a estimé le professeur de droit Kathleen Powell. L'équipe juridique de Zuma a annoncé qu'il ne témoignerait pas malgré une demande du tribunal visant à l'y contraindre. L'ex-chef de l'État sud-africain Jacob Zuma a une nouvelle fois refusé de se présenter lundi devant la commission d'enquête sur les soupçons de corruption généralisée pendant sa présidence, en dépit d'une assignation. Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant cette commission en juillet 2019, mais il s'était retiré au bout de quelques jours, arguant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. Début octobre, la commission avait tenté d'obliger l'ancien chef d'État à témoigner en émettant une assignation. Une absence sans motif suffisant constituera une infraction pénale, avait-elle averti. Selon Kathleen Powell, professeure en droit, le refus de Zuma de se présenter est illégal. Je ne sais pas ce que la Cour constitutionnelle va faire, mais bien qu'elle ne dise rien, Zuma est toujours, selon la loi, tenu de répondre à l'assignation de la commission Zondo, et s'il ne le fait pas, il a commis un délit pour lequel il peut être condamné et emprisonné. Aujourd'hui, l'ancien président Zuma prétend qu'il n'est pas soumis au pouvoir de la commission, mais c'est un mensonge. Son affirmation selon laquelle il n'a pas à répondre aux questions est un mensonge. D'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, son affirmation selon laquelle il n'était pas impliqué dans la corruption est un mensonge. Et s'il est capable de vendre cela suffisamment longtemps, alors il est capable de conduire le genre d'anarchie que nous avons vu aux États-Unis. Et je pense qu'il est temps pour la commission Zondo et le pays de poser les limites. De son côté, la commission avait saisi la Cour constitutionnelle pour tenter d'obliger l'ancien président sud-africain à témoigner. Sa décision reste attendue par toutes les parties. La commission d'enquête, qui devait initialement siéger jusqu'en mars, doit demander une prolongation car certaines auditions n'ont pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Au Soudan, le bilan des affrontements s'alourdit. Près de 140 personnes ont péri en 3 jours dans les heurts entre tribus rivales au Darfour, région située dans l'ouest du pays, des violences les plus sanglantes depuis la signature en octobre d'un accord de paix entre le gouvernement et puis les groupes rebelles. Lundi, des affrontements ont eu lieu dans l'état du Darfour Sud, où des hommes de la tribu arabe des Riziegat à bord de véhicules, de motos et de chameaux ont lancé une attaque contre le village de Saadoun, fief de la tribu Falata, selon Mohamed Saleh, un chef de la tribu Falata. Plusieurs maisons ont été incendiées durant l'assaut. Samedi et dimanche, au moins 83 personnes ont été tuées dans des heurts entre tribus dans la ville d'Al-Geneina, dans l'état du Darfour Ouest, un autre état de la région. Ces heurts avaient éclaté entre la tribu Al-Masali et des nomades arabes après une dispute entre 2 individus. Les autorités ont imposé un couvre-feu au Darfour Ouest et le Premier ministre Abdallah Hamdok y a envoyé une délégation de haut rang pour tenter de rétablir l'ordre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux autorités soudanaises de déployer tous les efforts pour parvenir à une désescalade de la situation, mettre un terme au combat, restaurer l'ordre et la loi et assurer la protection des civils, selon son porte-parole. Dimanche, Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté en charge de piloter la transition politique au Soudan, a réuni en urgence les services de sécurité. L'ONG Save the Children a appelé toutes les parties à déposer les armes immédiatement, craignant que de nombreux enfants aient été séparés de leurs parents et risquent d'être exploités. Le conflit au Darfour avait débuté en 2003 entre forces loyales au régime du général Omar el-Béchir à Khartoum et des membres de minorités ethniques s'estimant marginalisées et réclamant une répartition plus équitable du pouvoir et des richesses. En Tunisie, le ministère de l'Intérieur a indiqué que ce lundi, plus de 600 personnes ont été arrêtées. Des arrestations qui sont intervenues après une 3e nuit d'émeute dans de nombreuses villes du pays où la police déployée pour imposer un couvre-feu a été prise pour cible par les jeunes. Suite à ces incidents, le président tunisien Kais Saied a demandé aux habitants d'État d'Amen de mettre fin
aux émeutes. Précision. Kaïs Saïed, le président tunisien, est allé à la rencontre des habitants d'État d'Amen, une ville dans la périphérie nord-ouest de la capitale, après une 3e nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie. Il a demandé aux habitants de cette ville de mettre fin aux émeutes. Les jeunes Tunisiens n'ont jamais été des voleurs. Les gens veulent employer des jeunes qui aimeraient servir. N'attaquez, n'insultez personne et n'endommagez pas les propriétés privées ou les institutions de l'État. Des troubles ont éclaté dans des quartiers marginalisés, frappés de plein fouet par une crise économique inédite au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Après une 3e nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie, plus de 600 personnes ont été arrêtées, a indiqué le ministère de l'Intérieur ce lundi. Ces heurts interviennent dans un contexte de dégradation de la situation sociale et d'instabilité politique en Tunisie. Amnesty International a appelé ce lundi les forces de police à respecter les droits de ceux qu'ils arrêtent, quelles que soient les raisons et les circonstances de leur arrestation. Le Malawi met en place de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le port du masque est désormais obligatoire dans l'espace public. Un stade a été réquisitionné et transformé en hôpital de campagne. Le nombre d'infections est en hausse dans le pays avec 18 000 cas confirmés et 321 décès. La toute première série de restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 est entrée en vigueur lundi au Malawi, où les cas flambent, a annoncé le chef de l'État, passant outre une décision judiciaire ayant interdit jusque-là tout confinement. À l'inverse des autres pays du continent, la vie quotidienne n'a pas connu de changement dans ce pays d'Afrique australe depuis qu'en avril, la haute cour du pays, qui fait office notamment de juge constitutionnel, a bloqué une décision de confinement prise par le gouvernement. Les magistrats avaient estimé insuffisantes les mesures prises pour compenser la perte des moyens d'existence de la population de ce pays. Mais après plusieurs mois durant lesquels le niveau d'infection est resté relativement faible, le Malawi, comme de nombreux autres pays africains, fait face à une flambée de nombre de cas de Covid-19. Dimanche soir, le président Lazarus Chakwera a ordonné la mise en place d'un couvre-feu nocturne et la fermeture des écoles pendant 3 semaines. Le nombre de participants au rassemblement a été limité et le port de masque, jusqu'ici seulement encouragé, devient obligatoire pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Le décès le 12 janvier du Covid-19 de 2 ministres a poussé le chef de l'État à déclarer l'état d'urgence, lui permettant de passer outre la décision de la haute cour. Jusqu'ici, le Malawi a enregistré seulement 12 470 cas, dont 314 décès pour une population de plus de 18 millions de personnes. Mais plus de 40% de ces cas ont été détectés durant le seul mois de janvier, avec un record dimanche de 685 cas en 24 heures. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.